Bonjour à tous. Alors que vous êtes réunis en session à Paris, je suis heureux de m'adresser à vous, jeunes auditeurs de l'IHEDN. Malheureusement, mon agenda ne m'a pas permis de venir à votre rencontre et c'est donc depuis Besançon que je répondrai à vos questions. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les soldats de la 7e brigade blindée dont les unités sont actuellement déployées en Roumanie dans le cadre de l'opération Aigle. La force de l'armée de terre réside dans sa richesse humaine, dans ses soldats. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce sont bien eux qui ont renforcé le flanc Est en Roumanie et en Estonie. Ce sont eux qui ont réalisé une prouesse logistique, celle du retrait du Mali, en bon ordre et dans les délais fixés par le président de la République. Cet été, ce sont eux aussi qui ont renforcé les forces de sécurité intérieure dans la lutte contre les incendies d'ampleur qui ont ravagé les forêts en Gironde. En 2022, la guerre est revenue en Europe. Un an plus tard, l'issue du conflit reste incertaine. Mais la guerre en Ukraine nous rappelle que les évolutions technologiques n'ont pas rendu l'affrontement au sol accessoire. Attaquer, détruire peut se faire à distance. Construire, conquérir se fait au sol, notamment en zone urbaine. Les combats de Kherson et de Bakhmout l'illustrent. Le 24 février 2022 est une date comparable au virage historique de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, probablement plus profond encore que celui provoqué par les attentats du 11 septembre 2001. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère stratégique caractérisée par la fin des engagements choisis. Aux affrontements militaires se superposent des lignes de fracture géostratégiques, culturelles, de valeurs. La menace se manifeste de manière indirecte ou directe, au large, au près. Un conflit régional a des conséquences économiques mondiales. La situation en Afrique est révélatrice des enjeux de la guerre hybride et des zones grises. Des ballons chinois ont survolé l'Amérique du Nord, rappelant des rivalités froides entre blocs. Tout peut arriver. J'en suis intimement convaincu. L'armée de terre est mise au défi de cette nouvelle ère stratégique. Elle le relèvera. Demain, comme aujourd'hui, nos soldats s'entraînent pour défendre la France, ses intérêts et ses habitants, en tout temps et en tout lieu. L'ambition de nos armées est d'être suffisamment forte et dissuasive pour gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire agir dans la compétition, dans la contestation et aider les premières phases de l'affrontement pour empêcher la montée aux extrêmes. L'ambition politico-militaire de la France est de maintenir son statut de puissance, une ambition qui a été fixée par le Livre blanc depuis 2013. La loi de programmation militaire actuelle, 2019-2025, de remontée en puissance, concrétise cette ambition. La prochaine loi de programmation militaire, 2024-2030, la poursuivra. Pour l'armée de terre, cela implique d'être capable de produire des effets et d'apporter des solutions stratégiques dans les différents scénarios d'engagement, de l'affrontement direct des volontés aux approches indirectes et de composer avec les modes majeurs et mineurs de la conflictualité. Le retour de la guerre en Europe, en 2022, a confirmé la pertinence de l'exercice Orion, qui était initié depuis 2021. Orion s'inspire d'un scénario développé par l'OTAN qui permet d'appréhender les différentes phases d'un conflit moderne. Ce scénario permet à toutes les composantes d'une force, terrestre, maritime, aérienne, cyber, etc., de travailler ensemble de manière coordonnée. Par son volume et sa durée, Orion participe directement à préparer nos armées dans le cadre d'opérations pouvant aller jusqu'à la haute intensité. Avec cet entraînement à grande échelle, en agrégeant des capacités haut du spectre, la France montre sa capacité à empêcher un fait accompli partout où elle l'estime nécessaire. Nécessairement. La France, qui entend conserver son autonomie stratégique, est en mesure de s'engager seule dans diverses situations, même dures. Toutefois, le président de la République l'a rappelé lors de son discours des vœux aux armées, notre sécurité est étroitement liée à celle de nos voisins, de nos partenaires, avec qui nous partageons des valeurs et des intérêts. Le cadre normal d'une intervention en dehors du territoire national est celui de l'action collective. Par conséquent, les armées sont en mesure d'assumer les responsabilités de la France en Europe et au-delà, avec les Européens, à l'intérieur de l'OTAN ou en dehors de cette alliance. Pour exercer ces responsabilités de puissance d'équilibre, la France a pour ambition de devenir un acteur majeur au sein d'une coalition, prête à assumer le rôle de nation cadre. Pour l'armée de terre, concrètement, cette ambition vise
la possibilité de commander un corps d'armée et de mobiliser une division. Par conséquent, l'interopérabilité avec nos alliés est fondamentale sous deux aspects, opérationnel et capacitaire. Aujourd'hui, les missions Lynx en Estonie et Aigle en Roumanie constituent une belle opportunité de développer notre interopérabilité opérationnelle. Orion y contribue également. L'interopérabilité capacitaire se développe avec nos alliés belges notamment. CAMO est ainsi un accord qui comprend deux dimensions. L'acquisition par la Belgique de blindés français du programme Scorpion, près de 400 Griffons et plus de 50 Jaguars, et une transformation de l'armée de terre belge symétrique à celle menée par l'armée de terre française pour structurer des groupements tactiques interarmes, c'est-à-dire des bataillons, autour du même système de combat et de commandement que celui de la France. CAMO et l'élargissement de la communauté Scorpion à d'autres partenaires européens renforcent sans aucun doute notre interopérabilité. Au cours de ces dernières décennies, par ses engagements et au prix du sang versé, l'armée de terre a acquis une expérience opérationnelle d'une grande valeur qui a conditionné son efficacité. Bien évidemment, durcir l'armée de terre ne signifie pas remettre en cause cette expérience des opérations de maintien de la paix et de conflits de contre-insurrection. Durcir l'entraînement se traduit par des phases de préparation plus longues, dans des mises en situation de combat plus exigeantes, le brouillage de nos réseaux de communication, une supériorité aérienne disputée, l'utilisation intensive de l'artillerie, des attaques de blindés lourds et une forte pression psychologique induite par des pertes amies importantes qu'il faut surmonter pour poursuivre le combat. En outre, la guerre en Ukraine nous montre que l'affrontement des volontés ne repose plus uniquement sur la force. La lutte informationnelle élargit le champ de bataille. Un smartphone s'avère dorénavant le complément du fusil d'assaut. Une image, l'émotion qu'elle suscite peut suffire à entamer le moral des soldats et être exploitée par des succès tactiques sur le terrain. L'exercice Orion illustre un changement d'échelle de la préparation opérationnelle. L'objectif est d'entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé multinational, selon un scénario réaliste et exigeant qui prend en compte les différents milieux et les différents champs de conflictualité, c'est-à-dire le cyber, les informations, le spectre électromagnétique. Ainsi, l'exercice Orion que nous avons mené en 2023 vise à recentrer l'entraînement des armées sur l'hypothèse de réactivité à tout type d'événements via un entraînement globalisant à grande échelle. Il s'agit d'évaluer les capacités internes à assumer une opération d'envergure majeure des armées, de renforcer l'interopérabilité avec nos alliés et d'éprouver de nouvelles capacités. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur la phase 2 d'Orion, dite phase d'entrée en premier, ont été engagés pour l'armée de terre un centre de commandement qui était fourni par la 11e brigade parachutiste, une brigade de notre dispositif d'alerte permanente avec une composante aéroportée fournie par la 11e brigade parachutiste et une composante amphibie de la 6e brigade légère blindée, un sous-groupement d'hélicoptères de combat, un groupement logistique intégrant notamment une antenne de chirurgie de sauvetage qui a pour mission d'assurer le point d'entrée logistique du théâtre d'opération et ensuite le soutien de l'ensemble des forces déployées. Depuis une dizaine de bases aériennes, l'armée de l'air et de l'espace a engagé plus de 30 avions de combat ou de transport, des drones mâles et des systèmes de défense solaire. La Marine nationale a quant à elle engagé environ 30 bâtiments et 50 aéronefs. Oui, les réservistes auront sans aucun doute un rôle majeur à jouer. L'offre de l'armée de terre en identifie trois principaux. Premièrement, par le doublement des compléments individuels, en s'appuyant sur des compétences spécifiques, il s'agira de renforcer le soutien, de donner de l'épaisseur organique et d'apporter une expertise renforcée dans les domaines du cyber par exemple, du renseignement, de la maintenance. Deuxième rôle, densifier l'armée de terre en ordre de bataille, en confiant à la réserve des missions opérationnelles, en particulier sur le territoire national, et en recherchant un apport de compétences duales avec la création d'unités de réserve spécialisées telles que dans le génie et la logistique. Troisièmement, de consolider l'esprit de défense et la cohésion nationale. Ces perspectives impliquent une refonte complète du modèle de gestion et d'emploi des réserves et qui implique de mieux les équiper.